Bonsoir à tous, on va reprendre La forêt des disparus de Olivier Ball. Chapitre 25. Lorraine. 28 avril 2011. Je n'écoute que d'une oreille les conversations du conseil municipal. La réunion qui devait traiter de notre gestion de la crise des disparus s'éternise. Depuis la parution avant-hier de l'article de l'Union Gazette, c'est la panique à Redwoods. La couverture avec la fosse, le séquoia géant et le titre Un tueur à Redwoods a été véritable choc pour la ville. Désormais, des journalistes des chaînes de télévision locales font le pied de grue devant le bureau du shérif. Et la chaîne de Portland, Kachu, a même tenté de contacter Jerry plusieurs fois. C'est du jamais vu. Alvin Dixon, un gamin du coin, a eu accès à des informations que Jerry ne voulait communiquer à personne. Lorsque le journaliste l'a contacté, le chef n'a eu d'autre choix que de répondre à ses questions, prises au piège. Le pire, c'est qu'en découvrant l'article, nous-mêmes avons été pris de certaines choses. Quelle est donc cette histoire d'homme rouge? L'article affichait même un portrait robot reproduisant le masque que portait l'assassin. Alvin aurait-il pu inventer une chose pareille pour pimenter son article? Et qui lui a donné ces informations? Jerry l'a ensuite convoqué pour tenter d'obtenir des réponses, mais le jeune homme n'a rien lâché. Hors de question pour lui de révéler ses sources. Il roulait même des mécaniques, jubilant d'être ainsi au centre de l'attention. On parle et on parle encore, et personne ne semble m'écouter. Dehors, le vent souffle sur les hautes fenêtres de la mairie. Le ciel est noir et bas. On dirait que les nuages s'apprêtent à écraser le monde. Une tempête approche. Des alertes météo tournent en boucle à la radio. On annonce des vents à plus de 120 km/h. Je sais ce que ça veut dire. Malgré les commentaires de Jerry qui me répètent que je débloque, j'ai la certitude qu'à chaque fois qu'un danger menace la ville, le nombre de disparus augmente. Ce fut le cas lors de la tempête de 1986, lors des incendies en 2007. J'en ai assez. Bon, écoutez, ça fait des heures qu'on est là à parler dans le vide, dis-je en tapant du poing sur la table. Nous n'avons pas le choix, il faut qu'on prenne des mesures strictes pour protéger nos habitants. D'abord, il faut annuler les festivités de 150 cinquantenaires. On attend des milliers de visiteurs. On ne pourra pas mener de front l'enquête sur le tueur et la gestion de l'événement. Ensuite, il faut immédiatement interdire l'accès à la forêt. Aucun randonneur ne doit être autorisé à y pénétrer. Enfin, imposons un couvre-feu. Interdiction de sortir après 20 heures. Je cherche le regard de John qui, en tant que directeur de l'école, a un siège au conseil. Pourvu qu'il me soutienne, mais il baisse les yeux. Howard, le maire, se lève. Il replace ses lunettes carrées, lisse un peu sa barbe. Comme d'habitude, il porte une chemise à rayures et une cravate chargée d'illustrations. Ce soir, il a choisi sa préférée, celle qu'il arbore toujours, pour les interviews et les conseils municipaux, des motifs du drapeau américain. Notre mère commence à parler avec ce petit sourire qui ne semble jamais quitter son visage. Lorraine, ce que tu demandes est impossible et tu le sais bien. Certes, un tueur rôde dans les parages et ça nous horrifie tous, évidemment, mais la vie ne peut s'arrêter pour autant. Notre économie dépend principalement du tourisme. Le 150 est une opportunité unique d'attirer la lumière sur notre ville. Qui plus est, ça fait des mois qu'on bosse sur les festivités. Et avec ce qui se passe en ce moment, tous nos concitoyens ont besoin de se changer un peu les idées, de se retrouver, de partager des moments agréables. Plus largement, ça nous permettrait de redorer le blason de la ville au niveau régional. Cette affaire de meurtre n'est pas bonne pour notre image. Faudrait que tu t'entendes, Lorraine. On croit rien à un dictateur, s'esclave Jack Darley, propriétaire de la série de Redwoods, premier employé de la ville. Quelques rires étouffés se laissent entendre dans l'assemblée. Franchement, ton idée de fermer la forêt et d'imposer un couvre-feu, c'est tout bonnement impossible. Nous sommes dans un pays libre, Lorraine. On ne peut pas empêcher nos concitoyens de sortir de chez eux. Ils ont raison, poursuit Jerry. On doit continuer à vivre tout en restant vigilant. Si on bloque tout, le tueur va prendre peur et se terrer quelque part. Et nous tous ici, on veut le retrouver. Et vite. De plus, avec la tempête qui approche, les gens vont rester chez eux. On gagnera quelques jours. Au contraire, tu le sais bien, Jerry. À chaque fois qu'une catastrophe naturelle nous tombe dessus, il y a une nouvelle disparition. Non, Lorraine, nous en avons déjà discuté. Tu te fais des idées.
Si mon avis n'a aucune valeur pour vous tous, je n'attends plus rien à y faire ici. Il y a une enquête qui m'attend. Je prends mes affaires et quitte la salle en claquant la porte, sans leur laisser l'opportunité de me retenir. J'ai du pain sur la planche, et pas de temps à perdre. Ce soir, je suis de permanence au bureau, et j'en profite pour me replonger dans le dossier. Quelque chose m'a forcément échappé. Il y a bien ces signes, l'arbre et l'inscription, mais j'en ai parlé avec Howard, un grand passionné de l'histoire de la région. Il n'a jamais vu de tels symboles. J'écoute mes messages. Harry, le médecin légiste, a essayé de me contacter. Peut-être une piste. Enfin, je le rappelle. Salut Lorraine. J'ai eu les résultats d'analyse et j'ai terminé l'autopsie. J'ai principalement concentré mes recherches sur la dépouille d'Emily Bennett et les autres cadavres étant dans un état de décomposition trop avancé. Je t'écoute. J'ai relevé des éléments essentiels. En analysant la plaie au cou d'Emily Bennett, j'ai remarqué une trace de piqûre dans la nuque. Il y avait une petite irritation. J'ai procédé à des analyses sanguines qui ont révélé des traces de kétamine, un fort anesthésiant. Les gardes forestiers s'en servent parfois pour endormir les animaux sauvages quand ils doivent les déplacer. Tu veux dire qu'on aurait tiré une seringue hypnodermique sur Bennett pour l'endormir? Il semblerait, oui. C'est donc ainsi que procède le tueur. Il suit ses victimes puis les endort sans se montrer. Ce qui explique qu'il n'y ait jamais de traces de lutte ni de tentative de fuite. Et pour se procurer un tel matériel, c'est compliqué? Malheureusement non. Aujourd'hui, en quelques clics sur internet, on peut acheter un fusil tranquillisant. Quant au deuxième élément, c'est plus flou, mais je tenais à t'en parler. J'ai noté des marques au niveau de la main gauche. Une bande de peau est nettement moins sale, mais tachée de dépôts de roches de terre entre les phalanges et le pouce. Et il semblerait qu'il manque des poils sur la face dorsale de la main. Ta conclusion? De telles traces pourraient être dues à du ruban adhésif collé à la main d'Emily Bennett. Elle a certainement eu les mains entravées. Au niveau de la face dorsale, tu dis? Oui. Je regarde maman. C'est bizarre, ça ne colle pas. Si je voulais immobiliser une personne, je lui en serrais plutôt les poignets, pas le dos de la main. C'est trop de difficultés. On pourrait faire glisser l'adhésif sur les doigts et se libérer. Tu as raison, c'est étrange. Mais vu qu'il nous manque la main droite, tu ne peux pas tirer de plus amples conclusions. C'est bien, Harry, c'est déjà beaucoup. Merci pour ton boulot. Une dernière chose, il y a un truc qui m'intrigue. À chaque fois qu'il y a une disparition, vous organisez de nombreuses battues, non? Oui, absolument. J'ai revérifié sur les photos des terres prises avant qu'on ne commence à creuser. On peut remarquer que sur les zones où ont été enterrés les 4 plus anciens cadavres, la végétation est très dense, alors que tout autour, à cause de la présence des racines du séquoia, la terre est plutôt à nu. C'est un phénomène naturel, les corps en décomposition chargés de nutriments favorisent la vie végétale. Il n'y a pas de meilleur terreau. Je ne te suis pas, Harry. Ce que je ne comprends pas, c'est que durant vos recherches, vous découvrez ces tumulus couverts de végétation dans un endroit pareil. Personne n'est jamais été intrigué. Tu as raison. Merci encore, Harry. Durant toutes ces années de recherche, serait-il possible qu'on n'ait jamais fait de battue dans le coin de Groove Canyon? Je dois vérifier. Chapitre 26. Paul. 28 avril 2011. Il est 19h, je viens de me garer sur le parking face à l'île Kellen. Dans la lueur du jour tombant, je referme mon manteau et descends la petite pente menant à la grève. Un vent terrible s'est mis à souffler ces dernières heures. Flash renifle à droite, à gauche, se met à courir en crabe qui détale en zigzagant. Par-delà le tapis de nuages, l'horizon se teint d'orange et de jaune. À une cinquantaine de mètres, l'îlet se détache, entouré d'un récif de roches noires formant comme un rempart naturel. Je traverse ce passage qui relie l'île à la côte. Autour de moi, la marée est en train de monter. Elle et les algues à la surface dansent d'avant en arrière, donnant à l'océan un aspect visqueux. L'odeur d'iode saisit mes narines. Le ressac des vagues est lent, lourd, trompeur. Contrairement aux apparences,
La marée est ici très rapide. Je n'ai aucune envie de me retrouver piégé par l'eau et de devoir attendre plusieurs heures sur ce caillou, surtout avec une météo pareille. Au-dessus de moi, sur l'île, se découpent les silhouettes de trois bâtiments aux murs blancs et aux toits d'ardoise rouge. Le plus grand, la maison phare, avec sa tour, sa galerie et sa lanterne qui grimpe à 20 mètres de haut, est devenu l'un des emblèmes de la ville, à côté des séquoias géants de la forêt. L'herbe est cramoisie par les effets mêlés du sel et du soleil. Un drapeau au bord déchiqueté ondule sous les assauts du vent. Je m'approche du bâtiment principal, attache flash à un poteau à l'extérieur et entre. C'est la première fois que je viens ici. Le musée des pionniers est de petite taille, a un enchevêtrement de quelques salles qui retracent l'histoire de la région. Je suis au fond me lance une voix. Je progresse dans les allées qui m'emmènent à Meredith Etler. Entre ces photos délavées, ces écriteaux qui se décrochent et ces vitrines poussiéreuses, le musée a un côté un peu suranné. Pas grand monde ne doit le visiter. Dans un coin, un espace est réservé à l'histoire des natifs de la région, les tribus Tchetko, Koki et Tutuni. De panneaux, explications en brun expéditives, et un petit pan de mur présente quelques objets traditionnels amérindiens. De grosses cuillères en bois aux manches sculptées, des colliers en dentalium, dont la coquille ont été gravés de nombreux motifs, un cadre abritant une dizaine de flèches, certainement centenaires, en juger par l'état des plumes sur l'empennage, et quelques costumes au tissu abîmé. À l'évidence, le cœur du sujet n'est pas là. La vie des premiers habitants de cette terre apparaît comme secondaire. La suite de l'exposition le confirme, avec les trois plus grandes salles consacrées aux vraies stars du musée, les colons de Redwoods. Cette réécriture de l'histoire me laisse un goût amer, mais ne me surprend pas vraiment. C'est partout le même refrain, à travers tout le pays. On préfère s'imaginer un passé glorieux, peuplé d'intrépides aventuriers, et tout est conquête, plutôt que d'accepter la triste vérité. Car nos aïeuls n'avaient pas la tronche de John Wayne. Ils ressemblaient plutôt à des assassins génocidaires. Notre belle nation s'est construite sur les cadavres de millions d'innocents. Sous couvert de destinée manifeste, cette idéologie messianique, promettant que le peuple américain était voué à conquérir le moindre parcelle du pays, s'est jouée en réalité une terrible épuration ethnique, la destruction de milliers de tribus, l'inhalation de leur culture, de leur histoire. Il n'en reste rien de plus aujourd'hui qu'un vague souvenir, à l'image de ce petit espace étriqué dans le musée, qui réunit à peine quelques flèches et cuillères. Dans les salles suivantes, on trouve des maquettes, des premières habitations de colons, des restes de carnets, des outils, des photos de l'usine hydraulique, du temps de son exploitation. Divers plans montrent le développement de la ville année après année. Une carte avec de grandes flèches de couleurs illustre combien, à une époque plus prospère, Redwoods expédiait son bois à travers toute la côte ouest, de San Diego à Anchorage. Une série de panneaux retrace la piste de l'Oregon qui a permis à de nombreux pionniers de rejoindre une hypothétique terre promise. On trouve même, dans un coin, une reproduction d'un campement avec une petite carriole, des mannequins fatigués, un faux feu crépitant. Pour clôturer l'exposition, une galerie de photos en noir et blanc des premiers pionniers. Ici, un couple qui se tient droit, les mains posées sur les épaules de leur enfant. L'homme a des moustaches tombantes qui lui dévorent le visage, les traits saillants. La femme a le regard qui fuit sur le côté, ce qui lui donne un air un peu absent. Là, une famille est photographiée devant une maison miteuse. Les anciens sont assis sur des tabourets au-dessus de leur fille, de leur fils, et un peu en retrait, ils les épousent. Personne ne sourit vraiment. Tout raconte une vie austère. Puis mon regard est interpellé par un portrait plus grand que les autres qui trône au centre du panneau. Il représente un homme assez âgé assis sur une chaise. Il porte une redingote usée et un gilet noir, sur une chemise blanche au collet limé. L'homme est raide comme un piquet, les mains croisées sur le torse. Il arbore une barbe blanche en collier, sur son torse une étoile de shérif. Ses yeux clairs fixent l'objectif et semblent traverser les années pour me dévisager, moi. Le vieillard dégage une autorité naturelle, quelque chose d'intimidant. Nicolas Kellen, 1892, indique la légende.
C'est le père fondateur de Redwoods, le premier shérif de la ville qui a donné son nom à l'île et au phare. Lorsque j'aperçois enfin la conservatrice, je la trouve postée derrière un comptoir, s'acharnant nerveusement sur une caisse enregistreuse. Oh, Emma, ça ne marchera donc jamais. Foutus engins. Ses cheveux sont ramassés en un chignon un peu fou qui laisse échapper des mèches blanches. Meredith, bonjour, je suis Paul Green. Elle me tend une main fine que je serre délicatement, de peur de la briser. Je n'arrive pas à donner un âge à cette femme. Sa manière de se tenir un peu voûtée, sa robe à motifs, son châle violet sur les épaules, tout cela la vieillit. Comme si la proximité de toutes ces antiquités avait posé un voile de poussière sur elle. Oh, bien sûr, nous avions rendez-vous, me dit-elle d'une voix douce. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Paul? Eh bien, en explorant la forêt, je suis tombée sur d'étranges inscriptions. Compte tenu de votre expertise, je me demandais si vous les avez déjà vues. Je lui tends les photos de l'écorce de l'arbre. Où vous les avez trouvées? Je reste volontairement vague pour ne pas qu'elle fasse le lien avec les meurtres. Dans la forêt, sur un très vieux séquoia géant. Intéressant. Elle prend quelques secondes pour détailler les photos. Hmm. À vrai dire, ces idéogrammes ne me disent absolument rien. Je n'en ai jamais vu de semblable. Pensez-vous qu'ils puissent provenir d'une écriture amérindienne? Oh non, ça n'y ressemble pas. D'autant qu'il n'existe que très peu de traces écrites des autochtones. Les tribus des natifs avaient une tradition de transmission principalement orale. Il faut attendre 1821 pour qu'une écriture apparaisse et que le syllabaire cherokee soit inventé par Sequoyah lui-même. Les signes que vous me présentez ne me rappellent pas du tout ceux utilisés pour le cherokee. Donc, c'est une autre langue. Soit dit en passant, au sujet des natifs, comment se fait-il qu'il n'ait droit qu'à un si petit espace du musée? Ils font plus que partie de l'histoire de la région. Ils en sont l'origine même. Oh, vous savez, Paul, cet espace est déjà une victoire pour moi, bredouilla-t-elle d'un air gêné. J'ai dû batailler sec pour pouvoir le créer. Les responsables de l'établissement ne voulaient pas en entendre parler. Pour eux, c'était notre sujet de parler des Premières Nations ici. C'était hors sujet de parler des Premières Nations ici. Et sans indiscrétion, qui décide de ce qui est exposé ici? Oh, je fais des propositions en fonction de pièces que je peux récupérer, et c'est ensuite au maire et à l'équipe municipale de statuer. Car le musée appartient à la ville. Je vois. Attendez. À bien regarder ce motif, il me rappelle peut-être quelque chose, ajoute-t-elle en faisant une drôle de moue. Ah, ça y est, ça me revient. Mais bien sûr que je connais ces dessins. Venez avec moi. Elle enfile des gants en latex, se lève et s'arrête devant une vitrine qui abrite un vieil ouvrage en cuir. Précautionneusement, elle le saisit et me le montre. Sur la couverture, en effet, on retrouve le même motif d'arbre, avec des branches en forme de main et des racines qui s'étendent. Le dessin est plus fin, plus travaillé, mais il n'en reste pas moins le même. En dessous, on peut lire le titre Journal de Nicholas Kellen, père de Redwoods. Vous connaissez l'incroyable vie de Nicolas Kellen? Me demanda-t-elle. Non, pas plus que ça. Vous avez de la chance, c'est moi qui m'occupe aussi des visites du musée. Avec le maigre budget dont je dispose, je suis bien obligée d'avoir toutes les casquettes. Conservatrice, caissière, femme de ménage et guide. Meredith se racle la gorge et se lance dans un long monologue. La naissance de Kellen en 1825 à Fulham en Suède. Son arrivée à New York seule à 17 ans. La longue traversée jusqu'à l'ouest, son début de carrière en tant que marchand, son mariage avec Eleanor Major en 1847 et leurs 7 enfants. Entre les mots de Meredith se dessine le portrait d'un homme puritain, froid, exigeant envers lui-même et ses proches. Durant tout son récit, je repense à son portrait, ce regard qui semble juger le monde. En 1859, Kellen embarque en bateau pour l'Oregon avec son fils aîné. Ils font partie des premiers colons qui s'installent dans le nord de cet État encore sauvage. Au bout du monde, qui inquiète autant qu'il fascine? Kellen s'installe dans la baie de White Rock, qui deviendra plus tard le port de Redwoods.
Avec quelques autres colons, il crée un premier camp sur une colline surplombant la baie, en retrait de l'océan au cœur de la forêt. En contrebas, près de la rivière, des filons d'or ont été repérés. La colonie prospère rapidement. En 1861, alors que Redwoods est officiellement créé, Kellen en est nommé premier shérif. En 1863, on érige une école et une église. En 1868, une mine hydraulique est construite près de la rivière. En 1881, 150 personnes vivent ici. Meredith m'invite à lire quelques extraits de la biographie de Kellen. À l'évidence, le patriarche gérait la communauté d'une main de fer et aucune transgression à l'ordre moral n'était tolérée. La consommation d'alcool, notamment, était proscrite. Mais la vie des habitants de Redwoods a été marquée par un double drame, poursuit-elle. D'abord, en 1879, une terrible épidémie de variole a ravagé la région, emportant des dizaines de familles. Nicolas Kellen et ses pères ont tout fait pour résorber cette maladie, qu'ils appelaient la fièvre rouge, mais ce fut un combat difficile qui affaiblit grandement la communauté. À la suite de tensions dans le village, dont les origines sont assez obscures, mais qui seraient liées à la gestion de l'épidémie, Kellen et une dizaine de familles furent chassées de la colonie. Ils n'eurent d'autre choix que de fonder une nouvelle ville, plus proche de l'océan qui deviendrait l'actuel Redwoods. L'ancienne Redwoods, qui fait référence aujourd'hui au village effondré, était bâtie sur un site dangereux. En effet, en 30 ans, des centaines de mètres de galeries avaient été creusés sous la colline. Pour progresser plus vite, certains mineurs excavaient leur carrière à coups de dynamite, tandis que les ouvriers de la mine hydraulique utilisaient des canons à eau à forte pression pour éroder la roche. Tout était bon, tant qu'on trouvait de l'or. Il fallait creuser toujours plus profondément. Déjà des fissures apparaissaient sur certaines façades en bois des bâtiments. Des plaques de terrain commençaient à s'enfoncer, mais personne ne semblait s'en soucier. Quelque temps après leur départ de l'ancienne Redwoods, le 19 novembre 1881, alors qu'ils vivaient encore dans un campement de fortune, Kellen et les habitants de la nouvelle ville ont senti de lourdes vibrations dans le sol, comme un tremblement de terre, puis une série d'effroyables grondements. Ils ont regardé là-haut, vers la colline, et ont vu alors le clocher de la ville s'affaisser. Puis il y a eu des flammes et des cris, des dizaines de failles et des trous sont apparus subitement en quelques heures à peine. Un affaissement provoquant un autre et ainsi de suite. Résultat, le village s'est effondré. Kellen et ses hommes ont tenté de porter secours à leurs concitoyens, mais c'était trop tard. Et en une nuit, la ville a été rayée de la carte, avalée par la colline. Plus de 60 habitants sont morts. Les survivants ont rejoint la nouvelle colonie. On a effacé le passé et reconstruit une nouvelle Redwoods. Ironiquement, la postérité a retenu le 11 mai 1861 comme une date de création de notre ville, alors qu'il s'agissait de celle de l'ancienne Redwoods et non de la nouvelle fondée quant à elle en 1882. Comme si ces ruines aujourd'hui encore voulaient se rappeler à nous. Mais quel lien cette histoire a-t-elle avec le charnier? Ça n'a aucun sens. Dites-moi, Meredith, il reste encore des descendants de Kellen à Redwoods? Kellen a eu des héritiers, bien sûr. Deux de ses fils ont vendu une famille ici même. Ils n'ont eu que des filles. Kellen, lui, est mort en 1897. Sa lignée s'est perdue avec le temps. Pas de descendants directs donc. Après avoir emprunté un gant à Meredith, je feuillette soigneusement le journal de Kellen et note que les pages de fin ont été arrachées. Le dernier paragraphe raconte les premiers signes de la fièvre rouge, l'épidémie de variole qui a sévi en 1879 et plus rien. Malheureusement, me devance Meredith, ces pages ont dû être détruites ou perdues. Existe-t-il un autre exemplaire de cet ouvrage? Oh oui, un seul. C'est le maire Howard Hall qui le conserve chez lui. Un sacré collectionneur. Bon, il se fait tard et nous devons y aller.
Vous ne voudriez pas vous faire piéger sur cette île avec une vieille bique comme moi? Ah, il ne faudrait pas compter sur moi pour vous trouver à manger. Je suis le pire pêcheur d'Oregon. Elle sourit et semble soudain penser à quelque chose. J'ai un vieil ami anthropologue qui vit dans le coin. C'est un drôle d'énergumène, mais il pourrait peut-être vous aider à déchiffrer cette étrange inscription. Si vous le contactez de ma part, il vous recevra certainement. Il s'appelle Nigel Redwall. Merci, Meredith, dis-je en notant ses coordonnées. Tandis que la conservatrice revêt son manteau, je me m'approche d'une galerie sur la droite, plongée dans l'ombre. À l'intérieur, une sorte de mannequin. Oh, j'avais oublié d'être... J'avais... Pardon. Oh, j'avais éteint les lumières de cette partie de l'exposition. Laissez-moi rallumer. Elle appuie sur l'interrupteur derrière elle. Un crépitement de néon. Soudain, le visage de l'homme rouge me fait face. Je chancelle et manque de m'écrouler au sol. Meredith, excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ce masque? Une très vieille pièce offerte par le maire lui-même. Il s'agit d'une des cagoules utilisées par Kellen et ses hommes lorsqu'ils allaient visiter les malades de la fièvre rouge. Ne sachant pas comment la maladie se, se propageait, le shérif a eu l'idée d'utiliser des sacs de grains en toile afin de se protéger, lui et ses hommes. Aucun doute possible. C'est à partir d'une cagoule comme celle-ci que l'homme rouge a créé son masque terrifiant. Je raccompagne Meredith jusqu'au parking et la remercie de son aide. Je m'installe dans ma voiture, Flash à mes côtés. Des nuages noirs se déplacent à basse altitude, comme s'ils frôlaient les vagues de l'océan. On dirait de gigantesques navires des ténèbres progressant vers la côte. La fragile silhouette de l'île Kellen se découpe au-dessus d'eux. Là-bas, tant de questions restent en suspens. Le journal de Nicolas Kellen, l'épidémie de variole, le masque. Les meurtres de l'homme rouge font-ils écho au passé de la ville? Et le maire Hall peut-il être lié à toute cette folie? Chapitre 27. Lorraine, 28 avril 2011. Voilà près de 2 heures que j'ai le nez dans les archives. Tout autour de moi, des dizaines de feuilles éparpillées, un immense plan de la forêt. Un chaos qui n'a de sens que pour moi. En descendant au sous-sol, j'ai rapidement mis la main sur le gros classeur rouge sur lequel était inscrit au marqueur Planification et compte-rendu des recherches 2005-2011. À partir de 2005, pour gagner en efficacité à la suite des disparitions, Jerry avait décidé de mieux organiser les battues en délimitant un périmètre de 30 km autour du lieu de disparition, pour ensuite le découper en parcelles de quelques kilomètres carrés. Les équipes devaient arpenter chaque secteur en quête d'indices, traces de pas, tissus arrachés et taches de sang. N'importe quel élément qui aurait permis de faire avancer l'enquête. Par groupe de 4 ou 5 personnes, toujours accompagnées par un des membres du bureau du shérif ou de l'équipe municipale, les bénévoles exploraient chaque recoin de la forêt. Bien entendu, nous avons toujours fait chou blanc. J'ai d'abord déplié sur le sol la grande carte découpée la forêt en différents secteurs. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, formant comme une spirale. Il part de manière concentrique de Redwoods et s'en éloigne case après case. Les gorges de Groove Canyon correspondent à la case E4. Il m'a fallu ensuite vérifier si les disparus s'étaient volatilisés à l'est de la forêt, dans la zone englobant Groove Canyon. J'ai remonté le temps, relu les différents rapports, réveillé tant de souvenirs. J'ai trouvé 2 recoupements. Hélène Ramos, en 2009, et Jerry Steiner, en 2010, ont bien disparu dans ce périmètre. Des recherches auraient donc dû normalement être entreprises dans le coin. J'écume des pages et des pages de rapports compilés sous la forme de tableaux. À chaque fois, on y retrouve diverses informations. À gauche, l'intitulé de la zone explorée et la date. Au centre, les conclusions en observation en quelques mots. À droite, le nom de l'agent responsable de l'enquête. Dans la colonne centrale, les mêmes mots se répètent sans fin, comme un aveu cinglant de notre échec. Rien à signaler, aucune preuve. Recherche infructueuse. Me voici devant les tableaux des recherches concernant Hélène Ramos. Ici, à la 3e page, E4. Le 17 mai 2009, soit 6 jours après sa disparition, une équipe a bien exploré le carré des sous-bois proches du canyon. Le cadavre de Hélène devait certainement déjà être enterré au pied du séquoia. Je laisse mon doigt courir sur
sur la ligne jusqu'à la dernière colonne indiquant le nom du responsable. Jerry Mackenzie plus 2 civils. Mais comment n'ont-ils pas pu trouver le tertre? Pour confirmer mes soupçons, je recherche ensuite les comptes rendus des recherches concernant Jerry Stenner en 2010. Même constatation à la deuxième page. La case E4 est de nouveau Jerry Mackenzie plus 2 civils. C'est là, sous mes yeux. Et pourtant, c'est comme si une partie de moi se refusait à l'accepter. À 2 reprises, Jerry et d'autres hommes sont venus dans la zone du séquoia géant. Ils n'ont apparemment rien vu. Pourtant, à l'époque de la mort de Jerry Stenner, il devait déjà y avoir 3 autres tertres. C'est impossible. Jerry ne peut pas être lié à ces horreurs. La forêt est dense, peut-être ont-ils limité leurs explorations au canyon, lui-même sans aller vérifier sur les hauteurs. Le téléphone du standard sonne. Bureau du shérif? Lorraine? Bonsoir, c'est Betty Dixon. Betty, la mère d'Alvin Dixon, le journaliste, hémiplégique, elle se déplace en fauteuil roulant, sort rarement de chez elle. Bonsoir Betty, en quoi puis-je vous être utile? Je m'inquiétais certainement pour rien, mais je ne réussis pas à joindre Alvin et il était censé venir dîner ce soir à la maison à 20h et il n'est toujours pas là. Comme je le craignais, la psychose s'empare de la ville. Je vérifie l'heure. Il n'est que 21h. Il est peut-être simplement retenu au travail. Non, il n'est pas au bureau. J'ai appelé pour vérifier et j'ai laissé plusieurs messages sur son portable. Normalement, il ne l'éteint pas. Peut-être est-il sorti avec des amis? Non, je ne crois pas. Alvin est un grand solitaire, vous savez. Il vient dîner tous les soirs chez moi et il m'aide à préparer pour le coucher. Ce soir, en plus, il devait s'arrêter chez Loose Deli pour nous ramener du crabe et des beignets de crevettes. Il va revenir, ne vous en faites pas. Vous ne comprenez pas, Lorraine. Alvin est toujours à l'heure, jamais en retard. Il ne me laisserait jamais seule. Je suis vraiment inquiète. Je vais aller faire un tour chez lui. Ne vous faites pas trop de soucis, Betty. Une vingtaine de minutes plus tard, je me gare devant la maison d'Alvin Dixon, dans le sud de la ville, au bout de Shelter Street. C'est une petite habitation de 3 ou 4 pièces de plein pied, comme on en voit tant dans la région. La peinture bleu clair du bardage de bois s'écaille à vue d'œil. Devant la maison, le jardin est mal entretenu. Le vent qui souffle de plus en plus fort fait trembler les plaques de tôle d'une grange à proximité. Le véhicule d'Alvin, une vieille Chrysler Néon, n'a pas dû Pardon. Une vieille Chrysler Néon qui n'a pas dû nettoyer depuis des lustres est garée devant chez lui. Je sors ma lampe, la passe à l'intérieur du véhicule, tire la poignée. La voiture est ouverte. Sur le siège passager, des sacs en plastique provenant de chez Loose Deli. À l'intérieur, des boîtes en craft remplies de nourriture. Elles sont froides. Je sors de l'engin, touche le capot. Froid également. Je vais frapper à la porte. En vain. Laisse tomber, Lorraine, tu perds ton temps. Alors que je m'apprête à quitter les lieux, mon attention est attirée par des traces sur le côté de la portière conducteur de la Chrysler. Comme si quelque chose avait glissé le long de la carrosserie et en avait un peu retiré la couche de crasse. Je passe ma lampe au sol. La terre est tassée ici. Quelque chose de lourd est tombé de travers. Un objet renvoie l'éclat de ma torche sous les roues. Je tends le bras, ce sont les clés de voiture d'Alvin. Je repense à ce que m'a annoncé Harry plus tôt. Le tueur utilise certainement un fusil hypodermique pour surprendre ses victimes et les endormir. J'observe les alentours. L'assassin aurait très bien pu se dissimuler là-bas, dans ce bosquet, à attendre le retour d'Alvin. Mais pourquoi s'en prendre à lui? Parce qu'il en sait trop. Parce qu'il a eu entre les mains des informations auxquelles personne n'a eu accès, pas même le bureau du shérif. Parce qu'il représente un danger, mais habituellement le tueur ne s'attaque jamais aux habitants de la ville. Il n'a peut-être plus le choix désormais, il se sent acculé. Il doit effacer ses traces. Et la tempête qui arrive, tout est réuni. C'est cohérent, c'est possible. Mais dans ce cas, où a-t-il emmené Alvin? Pour la première fois depuis le début de cette enquête, je suis dans les pas du tueur. Je peux encore faire quelque chose pour le journaliste. Il est certainement en vie en ce moment même. Où irais-je si je voulais être certaine de ne pas être dérangée? Il y a tant de lieux oubliés dans la forêt. Mais un seul est interdit. Le village effondré. Je sors mon téléphone portable et regarde de nouveau les photos prises l'autre soir. Les clichés de l'ancienne école, les branches suspendues, des branches de séquoia comme l'arbre auquel
auprès duquel on a trouvé les cadavres. Puis défilent les horribles gribouillages à la craie sur le tableau en ardoise. Comment ne m'en suis-je pas rendu compte plus tôt? L'arbre, ce foutu symbole qui me vrille le crâne depuis des jours, il est là, sous mes yeux, obnubilé par la découverte des cadavres. Je n'ai pas pris le temps de vérifier de nouveau ces images. Malgré les ratures, je reconnais sur le tableau en ardoise l'étrange arbre avec ses 4 branches en forme de main et ses longues racines. Je dois aller vérifier. Je m'apprête à contacter Jerry quand je repense à ce que je viens de découvrir dans les archives. Même si ça semble fou et peu probable, je ne peux me prendre le risque de l'alerter s'il est lié à tout ça. Ça bug. Putain, je suis désolée. J'ai un bug. Bon. On se reverra. Tant pis. J'appelle Owen, lui parle de la disparition suspecte d'Alvin et l'informe que je retourne au village effondré. Je lui demande de me laisser 1 heure. Si d'ici là il n'a pas de nouvelles, il lui faudra alors prévenir Jerry et tenter de me retrouver, mais pas avant. J'insiste sur ce point. Owen m'a dit de ne pas y aller seul, et c'est trop risqué. Qu'il n'y a rien là-bas. Je sens qu'il a peur pour moi. Je raccroche. Il faut faire vite. Chapitre 28, Alvin, 28 avril 2011. Il fait noir. Suis-je mort? Non, j'entends ma respiration. Je laisse courir mes doigts au sol, mon corps engourdi est allongé sur la roche ou de la terre. Quelque chose est attaché à ma main, une sorte de petit boîtier, mais que se passe-t-il? Alerte météo. J'ai un mal de crâne. J'ai un mal de crâne infernal. J'entends un bruit, comme un frottement devant moi dans la pénombre. C'est à cet instant précis que la peur naît. Avant, j'étais encore un peu sonné. Mais là, en 1 seconde, mon cœur s'emballe. Je sais où je suis et ce qui se passe. Il m'a eu, celui qui a appris les autres. Je suis là, où les disparus ont terminé leur jour. Je repense aux 5 tombeaux découverts, aux cadavres. Et maintenant, c'est à mon tour de mourir. Je me souviens être sortie de la maison, les clés de la voiture à la main, m'apprêtant à retrouver maman pour dîner avec elle. Puis il y a eu cette sensation de piqûre dans la nuque, mon corps qui m'abandonne et glisse contre la portière. J'aurais voulu crier et appeler au secours, mais en un rien de temps, j'étais paralysée. Suis-je blessée? Je ne crois pas. Il m'a dévêtue, je suis complètement nue. Je tente de me soulever, mes jambes sont en coton, et j'ai réussi à tenir debout. De ma main libre, je palpe autour de moi, brasse du vent. Même l'air semble épais. Je touche le boîtier que l'on m'a accroché à la main. Il y a un petit bouton comme un renfoncement. Faut-il que j'appuie dessus? Et si c'était un piège, une bombe peut-être? Encore un bruit là devant moi. Des pas et un crissement lourd, comme si on le laissait traîner. Quelque chose derrière soi. Je crie d'abord d'une voix fluette. Au secours, aidez-moi, il y a quelqu'un? J'ai la bouche sèche, pâteuse. Je tousse et hurle plus fort. Soudain, on plaque quelque chose contre ma gorge. C'est glacial et tranchant. Je recule et trébuche. Il y a quelqu'un au-dessus de moi. Je sens sa présence. J'entends sa respiration lourde. C'est lui. Totalement aveugle, je recule et tente d'arracher en vain ce foutu truc qui m'a accroché à la main. Merde, pas le choix. S'il faut en finir autant que ça aille vite, j'appuie sur ce maudit bouton en criant une explosion de lumière blanche, un flash qui éclaire l'espace d'un bref instant mon environnement. La lumière qui se propage et s'évanouit aussitôt le long d'une galerie. L'image s'imprime sur ma rétine. Des murs de pierre, de vieilles poutres en bois qui soutiennent la structure. Je suis au fond d'une mine. Je presse de nouveau sur le flash, il met du temps à se déclencher. Qu'est-ce que c'est? Il est là, devant moi, à moins de 2 mètres, parfaitement immobile,
immense, un corps d'homme à la peau spectrale, recouvert d'une couche de craie blanche. Mes yeux doivent me jouer des tours. C'est impossible, un cauchemar. L'image s'est ancrée en moi comme un négatif que je ne pourrai jamais oublier. J'ai envie de hurler, car l'être qui m'est apparu défie l'entendement. Ces deux cavités noires à la place des yeux, cette face décharnée, étirée, comme poussant un mugissement sans fin, et ces ramifications qui en serrent le crâne telles des griffes. En lieu et place de sa tête, la créature porte un énorme masque, un amas incompréhensible de branchages, de racines, de cordages, de morceaux d'écorce, de clous rouillés, qui forment un crâne effilé surmonté de 4 cornes. C'est une abomination. Sur son cou, des racines pendent comme des tentacules. Au niveau de sa bouche, un gouffre noir béant. Des branches brisées émergent du masque, parfois reliées entre elles par des cordages rouges. La silhouette a quelque chose de primitif, de bestial. Ce n'est pas l'homme rouge que m'a décrit Green. Non, c'est bien pire. Un homme arbre, une créature surgie du temps oublié, interdit. À sa main, une énorme lame recourbée. Un liquide chaud coule le long de ma jambe. Je me suis pissé dessus. Je tremble de tout mon corps. Je devrais tenter de m'enfuir, mais je n'en ai ni la force ni le courage. Je suis tétanisée. Écoutez-moi, je suis désolée, c'est à cause de cet article, je vous jure que je n'en écrirai plus, je vais changer de métier, disparaître. J'appuie sur le flash, il est là, juste devant moi, sa lame pointée sur ma tête. Alors, j'entends sa voix profonde et grave, comme si elle émanait des tréfonds de cette putain de caverne. Ces informations. Qui? Je vais vous le dire, je vais tout vous dire, c'est Paul Green, l'étranger, c'est lui qui vous a surpris dans la fosse, et il a pris des photos, et il vous a vu de près du séquoia géant. Il m'a forcé à écrire cet article, je ne voulais pas, et il a insisté. J'appuie sur le flash. Le faciès de mort semble se tourner un peu sur le côté, comme s'il réfléchissait. Il faut croire, j'y suis pour rien, c'est Green. Tout en parlant, je recule, je rampe. Sous mes mollets et mes fesses, la roche est glacée. Je sens quelque chose d'autre, aussi une ficelle. Je l'utilise comme repère dans l'obscurité et continue de me traîner en arrière. C'est peut-être le chemin vers la sortie. J'active le flash. Le monstre a soulevé la lame au-dessus de lui. L'éclair lumineux projette son ombre sur les murs. Ses cornes s'étendent derrière lui, telles des ailes démentes. J'entends sa respiration rauque et je distingue 2 lueurs rouges à la place de ses yeux. Ce n'est pas un homme, c'est le diable. Les mots sortent de ma bouche sans que je puisse les contrôler. Attendez, 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 on peut s'arranger. Je peux pas me retrouver Grimm, je vous le ramène. C'est lui qui doit être puni. Je peux écrire un autre article, accuser lui, je ferai ce que vous voulez, mais laissez-moi vivre. Mais les phrases s'enchaînent, dépourvues de sens. Gagner du temps. Tant que je parle, je survis. Normalement, vous ne prenez jamais à des gars du coin, et moi je suis un natif de Redwood, j'ai toujours vécu ici, je suis un enfant de cette ville, vous ne pouvez pas me faire ça, c'est... Tu n'es plus rien. Tu as trahi Redwood. Un mouvement comme un souffle déchire l'air, puis une douleur sur mon torse. C'est d'abord une sensation de froid intense, suivie de milliers de picotements qui se transforment en brûlures incandescentes. J'ai du mal à respirer, je passe ma main sur mon corps, et sans une large plaie et du sang. Flash de nouveau, il s'est abaissé et a amené ses doigts imbibés de mon sang contre sa bouche obscure. Un clappement, un autre. Mais ce n'est pas vrai. Il me goûte. Il va me tuer. Je vais mourir, je fonds en larmes. Je suis désolée, maman, je t'abandonne. En reculant, ma main droite attrape une pierre, une idée me traverse l'esprit. Je m'éloigne tout en gardant la caillasse bien serrée dans ma main. Ma mère, elle est très faible. Elle a besoin de moi, par pitié. Un long silence et sa lame fend l'air. Une nouvelle douleur, une note déchirure, cette fois sur mon épaule gauche. J'active le flash. Je vois le démon au-dessus de mon corps agonisant. Maintenant, de toutes mes forces, alors que la galerie est replongée dans la pénombre, je lui balance au jugé la pierre dans la gueule. J'entends un crack, je tente de me relever, j'appuie sur une des parois de la mine et avance. J'ai peut-être réussi à le sonner, de quoi gagner quelques secondes. Il faut que j'en profite. Je peux m'en sortir. Alvin Dixon ne se fera pas avoir comme ça, jamais. Après tout, je suis un grand journaliste, une immense carrière m'attend dehors. Je vais sortir de là et j'en ferai un récit fou, un récit qu'on n'oubliera jamais. J'active un nouveau flash devant moi. Au sol, une ficelle rouge serpente au milieu du tunnel. Pour me guider,
Vous me piégez. Surtout ne pas regarder en arrière. J'appuie sans relâche sur le flash. Il faut que je voie une nouvelle élimination. Je suis face à un croisement. Deux galeries partent dans des directions différentes, l'une vers le haut, l'autre vers le bas. Le fil rouge, comme un guide, s'enfonce vers le bas à droite. Sans hésiter, je pars sur la droite. Alvin. Une voix m'appelle de plus loin dans les profondeurs de la grotte. J'active le flash devant moi, le goulet de la mine s'enfonce, intestin de roche sans fond. Je cours comme un dératé, le bras droit collé contre le torse, dans un effort illusoire de faire compresse et de freiner l'hémorragie. Combien de temps puis-je encore tenir? Chapitre 29. Lorraine, 28 avril 2011. Je démarre en trombe en enclenchant le gyrophare. Normalement, il faut compter une vingtaine de minutes pour rejoindre le village effondré depuis Shelter Street. Mais pas ce soir. Je dois aller vite, beaucoup plus vite. Chaque minute de gagner, c'est une chance en plus de sauver la vie d'Alvin Dixon. Je conduis à toute allure au cœur de la forêt de Redwoods. Mon cœur affiche 110 km à l'heure. Le moteur de ma Ford Crown Victoria mugit. Mes phares déchirent la nuit. Mes essieux hurlent dans les virages trop serrés. À plusieurs reprises, ma voiture manque de partir dans le fossé le long d'une interminable ligne droite. Je dois faire un écart sec à la dernière seconde pour éviter un cerf, tétanisé au milieu de la route, aveuglé par mes phares. Mes roues mordent sur la terre du bas-côté, projetant une giclée de boue sur la portière, mais je réussis in extremis à redresser le volant et à ramener la Ford sur la route. J'ai les yeux qui brûlent à force de fixer la ligne jaune au milieu de la route comme un repère. Mais il faut rouler plus vite, quoi qu'il en coûte. Je m'engage sur la côte qui grimpe vers la colline de la vieille Redwoods et m'arrête. Face à moi, les arbres chancellent sous les assauts du vent. D'une main tremblante, je place 6 balles dans le barillet de mon revolver Smith & Wesson et glisse quelques munitions supplémentaires dans la poche de ma veste, tout en espérant ne pas avoir à en faire usage. J'ai toujours détesté tirer et je ne suis d'ailleurs pas très douée. En 22 ans de carrière, je n'ai jamais eu à faire feu. Ma lampe torche à la main, je cours jusqu'à l'endroit où le grillage s'est effondré. Autour de moi, la tempête crée un chaos de mouvements, de sons. Les feuillages des arbres s'agitent de droite à gauche, laissant échapper des bruissements sinistres. Les monceaux de mousse qui pendent des branchages ressemblent à des formes spectrales flottant dans les airs. À l'intérieur de la zone interdite, je retrouve rapidement mon chemin. Le vent qui me pousse dans le dos me fait quasiment perdre l'équilibre à 2 reprises, près de nombreuses fosses. Mais je tiens bon. J'inspecte rapidement l'église et me dirige vers l'ancienne école, en courant jusqu'à la porte d'entrée. Encore une fois, la vue de cette salle où pendent de nombreuses branches de séquoia me glace. Me voici devant le tableau noir et le dessin de l'arbre grossièrement tracé à la craie. Je palpe le mur, cherche une porte, une ouverture dissimulée quelque chose, mais il n'y a que ce grand tableau en ardoise et 3 cloisons percées de hautes fenêtres. Alors que je m'apprête à faire le tour du bâtiment par l'extérieur à la recherche d'un accès à un sous-sol, un léger courant d'air m'interpelle. Sur le sol, à l'endroit où sont dessinées les racines de l'arbre, je passe ma main au-dessus des lattes du vieux parquet. Y aurait-il donc une issue là-dessous? Je pointe ma lampe au sol et de la semelle de mes chaussures en chasse un peu la poussière et les marques de craie. Quelques planches semblent avoir été découpées. Je tente d'en saisir une et de la soulever. Oh, bon Dieu, comme c'est lourd! Mais ça y est, ça bouge. La trappe soigneusement camouflée donne sur un souterrain. Pas étonnant que je m'en sois pas aperçu lors de mon premier passage. En dessous, c'est le noir abyssal. Je descends en m'accrochant tant bien que mal à une échelle brinque-ballante, tout en gardant serré mon arme dans ma main. À peine mes pieds ont-ils touché le sol que je braque mon revolver sur l'obscurité. Et s'il était là, à m'attendre? Et je place ma torche sous le manche de mon pistolet afin d'éclairer dans l'axe de ma visée. Un tunnel creusé dans la terre s'enfonce dans les ténèbres. Une forte odeur d'humidité me saisit les narines et je ressens le léger courant d'air qui remonte vers la trappe. Je souffle un grand coup et commence à avancer, l'arme tendue devant moi, mon doigt sur la détente. Au bout d'une vingtaine de mètres, le tunnel débouche sur une galerie de roches, soutenue par des poutres en bois. De ci, de là, les restes d'une ancienne exploitation minière, des lanternes rouillées, des rails tordus, un amoncellement de bois, de charpente. Les forêts de l'Oregon sont de véritables gruyères percées de milliers de mines abandonnées. Les peuplades ont été condamnées, mais pas toutes. Encore quelques pas avant que j'arrive à une intersection.
Deux des voies qui s'offrent à moi, j'emprunte celle de gauche et arrive rapidement devant une sorte de réserve où sont entreposés sur les côtés un énorme tas de vêtements, mais aussi des sacs à dos de randonnée empilés les uns sur les autres. La pointe de mon arme s'immisce entre les piles de vêtements, des vestes, des jeans, des t-shirts, des sous-vêtements. Un rat noir, aux poils graisseux, surgit entre deux tissus et détale dans l'obscurité en couinant. Ce sont les affaires des victimes, sans aucun doute. À vue d'œil, il y a au moins une vingtaine de sacs. Mais à combien s'élève le véritable nombre de victimes? Le tueur doit agir depuis au moins 10 ans, peut-être bien plus. Je n'en crois pas mes yeux. On était loin du compte. Je suis donc dans son repère, dans son antre. Et dire que j'étais juste au-dessus, à quelques pas seulement la dernière fois. À l'évidence, il n'y a pas d'autre passage. Ce goulot se termine ici. Je fais finalement demi-tour pour revenir au croisement et m'engage cette fois-ci dans le passage de droite. De longues minutes s'écoulent et le courant d'air s'intensifie, son sifflement serpente à travers la roche, plus aigu que jamais. Ma respiration est forte, trop forte, tout comme le bruit de mes pas qui se percutent sur la roche alentour. Je vais me faire repérer. Encore un embranchement. Où aller, bon sang? Qu'est-ce que c'est que ce labyrinthe? Alors que je m'apprête à sortir sur la gauche, un hurlement me parvient comme un écho diffus, lointain. Qu'importe, si je me fais repérer, je réponds. Y a-t-il quelqu'un? Alvin, c'est Lorraine Giflin. Dites-moi où vous êtes. Mais ma voix se perd dans les méandres de la mine. Chapitre 30. Alvin. 28 avril 2011. Je dois m'en sortir. Le Portland Tribune, le San Francisco Chronicle, le Washington Post même, sans oublier les plus grands plateaux de télévision. Ils vont tous s'arracher mon histoire. Je serai celui qui a survécu au tueur de Redwoods. J'ai l'impression d'entendre de nouveau une voix féminine. Je hurle alors que je sais pertinemment que je dois être en train de dérailler. Je suis là, aidez-moi, il arrive. Je réponds sans savoir si mes mots sortent réellement de ma bouche, s'ils parviendront jusqu'à elle. Le tunnel s'enfonce et je n'en vois pas la fin. C'est peut-être pas une bonne idée. Mon doigt appuie frénétiquement sur le déclencheur, le flash s'active. J'avance tout en tentant de contrôler ma respiration. Chaque bouffée d'air me déchire le thorax. Flash. Devant moi, une ouverture creusée dans la roche semble donner sur une grande salle. Les pas lourds qui résonnent derrière moi en font trembler le sol. Me figent un instant. Le crissement de sa lame contre la roche comme pour déchiqueter mes espoirs. Il me suit à la trace, renifle mon sang. Il s'amuse. Je me précipite dans l'ouverture et j'active de nouveau l'appareil. Sous mes yeux, une vision d'épouvante. Depuis les poutrelles de bois constituant la charpente, de nombreux masques ont été suspendus. Ils ressemblent tous à celui que porte mon agresseur. Il y en a au moins une vingtaine dans la salle. Certains sont fabriqués à partir de restes de crânes d'animaux, d'autres avec des peaux et toujours ces mêmes branches, ce bois et ce faciès de mort. De nouveau plongé dans le noir, je percute les masques qui se mettent à claquer les uns contre les autres dans une sinistre mélopée. Je repense à la petite comptine qu'on se chantait, gamin, pour se faire peur. Aux histoires qu'on se racontait sur la forêt qui prenait les enfants désobéissants et les emmenait à tout jamais. Si tu quitterais tous, ni caveau, ni linceul, point de mausolée, mais un tombeau de feuilles. Jamais on ne me retrouvera. Les ténèbres de Redwoods m'ont avalé pour toujours. Réactionne le flash. Les gueules monstrueuses tourbillonnent autour de moi. Ou peut-être je suis simplement en train de tourner sur moi-même. Je ne sais plus. J'entends une respiration à ma droite. Vite, appuyez. Ça ne répond pas. Je martèle comme un fou sur le bouton, une douleur dans mon dos. Il vient de me saigner. Je me retourne. Le bruit de ses pas quelque part dans l'obscurité, puis le silence entrecoupé par le tintement des ossements, des branches. Enfin, la lumière se déclenche. Des masques m'apparaissent, un mouvement. Il est là, au milieu. Il se ferait un chemin lentement. Il prend son temps. Il se délecte de ma peur. Il s'en nourrit. Je me retourne, me protège le visage du bras et me jette parmi les masques. Le bois, les clous me griffent les avant-bras. Mais je ne m'arrête pas. Il doit bien y avoir une issue quelque part, une nouvelle lacération le long de mes côtes. Flash. Je m'arrête. Une lueur rouge dans une orbite. C'est lui. Pris de panique, je fuis, je ne me protège même plus le visage. Mes bras sont tendus en avant.
Je suis dévoré par la peur. Un hurlement emplit alors la grotte. Un cri terrible, une plainte chargée de douleur et de rage. En cet instant, mes jambes me lâchent. Je m'effondre au sol. Je sens sa présence, sa respiration. C'est terminé. Je vous remercie à tous pour votre passage. Je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous, bisous.